Bon, je ne vais pas nier que dans les groupes armés, quand même, on avait des niveaux différents parce que pas tout le monde. Voilà, bon, pour se défendre, quoi. C'est tout. Mais c'était pas une hiérarchie, quelqu'un qui commande aux autres, non. Et, et ces rêves de vivre en commun, de façon égalitaire, et ben, une petite révolution, on l'a faite quand même, parce que les relations sociales, notamment entre les sexes, et ben, on l'a faite, parce que entre hommes et femmes, ben, on avait découvert qu'on était pareil, quoi. On était pareil. Dans mon livre, j'ai dit, putain, j'ai fait un hold-up un jour avec, avec une fille et un garçon. Il y avait une fille dans l'équipe. Et c'était malin. C'était malin, mais des jours après, je me suis rendu compte que les flics avaient parfaitement compris que c'était moi. Parce que les bandits, les malfrats, les femmes, elles restaient à la maison, ils n'allaient pas au front. Hein? Donc ils avaient compris que c'était les politiques. Oui. Mais bon, mais c'était les femmes qui voulaient venir au front. C'est parce qu'on était pareil, quoi. Hein? Et bien ça, c'est important. Bon, je vous laisse parler vous maintenant, parce que... Je me demandais comment ça se passait la cohabitation avec le crime organisé. Est-ce qu'il y a eu des liens des échanges, des échanges. Des échanges. Des échanges, mais plutôt positifs ou négatifs? Oui, oui, positif, oui. Positifs. Ouais, ouais, positif, ouais. Non, il n'y avait pas de... Non, non, moi enfin, des malfrats un peu politisés, j'en ai connu, qui m'ont appris des choses pratiques. Comment voler une voiture, comment... Voilà. Et puis des échanges d'armes qu'on payait, quoi. Voilà. Parce qu'ils avaient des réseaux pour se procurer des armes, donc, voilà. Mais à part ça, non. Et après il y avait des bandits, enfin des gens qui pratiquaient l'illégalité, quoi, et qui se sont politisés, soit en prison, soit à l'extérieur, et qui venaient avec nous, vers nous. À la base, ils étaient plutôt portés sur un banditisme capitaliste, c'était pour eux. Est-ce que vous avez réussi à créer un échange de pratiques et politiques Oui, 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 oui. Ben, il y a des bandits qui sont devenus militants politiques, quoi. Ben, les plus connus, c'est Cesare Battisti, qui a été... que Sarkozy voulait extrader, et, bon, et qui maintenant est au Brésil. Bon, le plus connu c'était lui, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Et c'était positif parce que déjà, à l'intérieur des prisons, il y avait c'est créé en 72-73 un groupe qui s'appelait les NAP, Nucléaires Armés Prolétariens. Et c'était des prisonniers. Qui luttaient dans les prisons et qui sortaient et qui luttaient comme militants politiques et qui se sont rapprochés des militants politiques. Alors qu'au départ, ils étaient malfrats, quoi, sans conscience politique, disons. Et après, ils l'ont acquise et ben, ils sont venus vers nous. Et c'était très bien, donc oui, je trouve. C'était bien. Tout à l'heure, en général, tu présentes les choses en disant que, en gros, c'est une lutte armée en soutien avec les luttes sociales, mais qu'à partir de l'assassinat d'Aldo Moro, peut-être qu'une partie du soutien a commencé à s'effriter, quoi. Mais si vous souteniez le mouvement social ou les luttes sociales avec la lutte armée, en gros, c'était quoi le rapport ou comment se matérialisait éventuellement l'équipe de soutien que les luttes sociales pouvaient avoir avec la lutte armée? Tu vois, comment ça circulait un peu dans les deux sens, quoi. Comment circuler dans les deux sens. Est-ce qu'il y avait des formes de solidarité qui se matérialisaient Oui, oui, oui. Tu parlais oui. de soutien, mais ça avait l'air plutôt enfin, pas idéologique, mais disons, pas une critique ouverte de la lutte armée. Non, 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 c'est... Que sais-je on a occupé une usine textile destinée à être délocalisée. Il y avait fondamentalement il y avait une cinquantaine de jeunes ouvriers qui travaillaient. On a occupé, délogé, occupé, ça a duré un mois les conflits.
on a fini par gagner, notamment parce qu'on a menacé les patrons, on a volé sa voiture, dévasté sa maison, bon, il a lâché quoi. Donc on va soutien à la lutte sociale. Mais en échange, les ouvrières qu'on a connues grâce à cette lutte nous passaient des infos, nous ont été avec nous ensuite dans d'autres luttes. Bon, comment expliquer oui, en gros. Ce qu'on entend souvent sur cette période-là, c'est qu'il y a eu une espèce de révolution dans la révolution. En fait, je sais pas, la manière de faire de la politique, c'était plus une affaire de militants révolutionnaires, mais qu'il y avait un peu une espèce de, je sais pas, que l'être militant, c'était plus, enfin, la question politique était plus séparée de la vie quotidienne, et qu'il y avait en gros des pratiques qui sont propagées, je sais pas, par exemple, dans les milieux féministes, où en fait c'était plus une revendication, mais c'était, on fait la grève de, je sais pas, des tâches ménagères ou enfin, ce genre de choses. Quoi. Donc on va dire qu'il y avait une partie, un mouvement de l'autonomie politique, et pour autant il y avait encore les tenants je sais pas, de la forme un peu plus militante, parti néo-léniniste, etc. Et du coup, c'était quoi les rapports entre la tendance autonome du mouvement et la tendance vieille garde ouvrière? Est-ce que, je sais pas, dans les cortèges ou sur les occupations, il y avait, je sais pas, des dissensions, ou au contraire des propositions un peu intelligentes? Je crois qu'en 78-79, ce qui étaient les groupes extra-parlementaires, donc, qui sont formés en 78-69, hein, il y a eu la tendance marxiste-léniniste maoïste, hein, c'était un mouvement studentesque comme ils ont avant-garde opéraille, hein, qui ont formé un groupe de démocratie prolétarienne, ils se sont présentés aux élections. Ils ont fait 3%, ils ont renoncé, bon, fini. Et donc la tendance marxiste-léniniste maoïste est allée là. Dans un moitié des années 70, il y avait une tendance marxiste-léniniste qui était dans la Brigade rouge, mais pas seulement, parce qu'il y avait pas mal d'autonomes qui étaient entrés dans la Brigade rouge aussi, et qui étaient fondamentalement à la base anarchistes, pas Ahmed. Et autrement, le reste dans les années 70, ce qui était le mouvement autonome, était en dehors de tout ça. C'était vraiment des autonomes, comme on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire en dehors de toute idée d'institutionnalisation. Et on était tous dans l'idée de création d'un communisme au quotidien, à tous les niveaux, quartier, école, rue, maison, à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire dans les ménages, avec le rapport avec les femmes, le travail domestique, le partage des tâches, etc. Tout ça, on était en plein dedans. Et dans les faits, de plus en plus, on était de construire des situations ancrées, d'institutionnaliser des sites de lutte, d'accord, que ce soit un squat, que ce soit une radio libre qu'on avait créé, plein, en toute l'Italie, hein, de les ancrer, quoi. C'est-à-dire institutionnaliser, je n'aime pas les termes, mais enfin, de les fixer, quoi, qu'elles ne soient pas éphémères, d'accord. Et comme ça, de plus en plus, il y avait de plus en plus des boulangeries, des restaurants comme ici, qui s'est créé, tenus par des copains, hein, et qui fonctionnaient d'autre façon, quoi, que le capitalisme, disons. Hein. C'était tout ça qui nous faisait marcher. Voilà. Et par rapport à... Enfin, je ne me rends pas compte de la dimension internationale. Enfin, on a compris qu'en Italie c'était un moment fort, mais les liens avec les pays autour, et est-ce qu'il y avait une volonté de massifier
Mais non, parce que... Le mouvement, ou de, je sais pas, en France, c'est 77, 78, c'est aussi une période où ça bouge un peu, certainement beaucoup moins qu'en Italie, mais non, mais c'est quoi les liens avec... Enfin, est-ce qu'il y a des militants qui viennent, des militants, enfin en tout cas des gens qui luttent et qui viennent voir ce qui se passe en Italie oui. Il y a des échanges, est-ce que... Il y a eu Gattari est venu à Bologne en 1977, d'autres autonomes, bon, mais... Enfin, moi j'écris ça, moi j'avais en tête, en 70, j'avais en tête la résistance italienne, c'était une génération avant moi. D'accord. Maintenant, en 2017, ça c'est 40 ans après. Ça c'est 40 ans après, c'est presque des générations. Il y avait une seule chaîne à la télé, en noir et blanc, il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas... Enfin, il y avait déjà l'avion, mais enfin, le transport était encore compliqué. Il faut comprendre ça. Il y avait le téléphone, encore un jeton, quoi. Vous voyez, bon. Donc ça aussi, ça compte pour dire que aussi, on avait une mentalité un peu des provençaux, quoi. C'était l'Italie, on pensait faire la révolution en Italie, on voulait faire la révolution dans le monde entier, mais on était vraiment un peu petit dans notre localisme, en fait. Aujourd'hui, ça serait différent, évidemment. Aujourd'hui, il va cesser tout de suite des liens internationaux, c'est évident. Mais à l'époque, c'était compliqué, c'était compliqué. Et quand on a commencé à avoir des relations à l'international, eh ben, c'était fini. Fini, bon. Voilà. Est-ce que tu penses que justement c'est à cause de ça que le pouvoir a pu faire cette contre-révolution? Qu'est-ce qui a fait en fait qu'il y a eu ces années de Aldo Moro, enfin la mort d'Aldo Moro? Oui, ça c'était fondamental, oui. Ça c'était fondamental. Plus, si on le remettait dans le truc de maintenant, ce serait peut-être plus facile puisqu'il y a Internet, puisqu'il y a tout ça, non? Oui, sans doute qu'aujourd'hui, avec Internet, les réseaux sociaux, toutes les autres formes de communication, parce qu'à l'époque, on avait comme les anards du XXe siècle, on avait des journaux, des fanzines, des tracts, il faut les donner. Bon. Aujourd'hui, ça va plus vite aussi, les appels à manif, etc., avec un moyen moderne. Et donc, alors, c'était limité. Les poids des moyens de l'État du point de vue de la communication à l'époque étaient beaucoup plus forts. Parce que nous évidemment, c'était les mouvements italiens. Il y avait des millions de personnes en Italie, dans la première moitié des années 70, qui étaient révolutionnaires. Des millions. Des millions. D'accord? Mais on avait très peu de moyens de communication. On marchait comme 100 ans auparavant. En Italie, on dit les carbonari, c'est ceux qui font du travail, oui, de la conjuration des fourneaux, quoi. Et l'État avait des moyens beaucoup plus importants. Il y avait une seule chaîne de télé, vous voyez, quand vous contrôlez ça, vous contrôlez toute l'information. Les journaux, évidemment, les journaux c'était terrible. L'emprise du pouvoir sur les journaux, les journaux étaient vraiment les porte-voix de la version du gouvernement des choses. C'était terrible. Et il ne pouvait pas y avoir des voix discordantes dans les médias officiels. Aujourd'hui, tu as plein de... T'as Street Press, t'as des copains ou des journalistes avec 4 journalistes dans les manifs, et donc tu peux faire de la contre-formation. Nous, on avait conscience de la contre-formation, et même au début des années 70, Antoine Bellavite avait fondé un journal qui s'appelait Contre-formation. On avait conscience de ça, qu'il fallait faire ça, mais avec des moyens limités.